Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Je déteste ce niveau sonore. Les gens vont pas entendre parce que j'ai mis loin. Oh, il est fort. Eh oui. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mercredi sur deux, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Salut Quentin. Tu es Quentin Zution, Tout à fait. connu également sous le pseudonyme Monsieur Q. Tout à fait. Le mec laisse tomber son pseudo. Ouais, je lâche tout. L'adolescence est terminée. Le mec est... Voilà. Et L'adulte. tu es auteur de bande dessinée. Ouais. Et tu sors ce 14 juin une nouvelle BD qui s'appelle Chromatopsie, Tout à fait. qui est très très bien. Et si Merci. vous voulez l'acheter, il y aura les liens dans la description, je vous le conseille. Elle est d'une qualité formidable. Oh, dis arrête. Merci beaucoup d'être là, Quentin. Bah, merci à vous deux de m'inviter. Ça me fait très plaisir. J'attendais. Bah oui. Le mec attendait dans son salon. Tous les jours devant sa Tous les boîte aux jours. lettres. Je me disais, bon, alors, J'attends mon invitation. Ça vient quand? j'attends le recommandé. Eh bien, tu es là. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quentin, ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Eh bien, c'est une très grande question. Et c'est précisément le sujet d'une autre BD que je fais pour septembre, qui sortira en septembre. Et on développe ces thématiques-là et on se rend compte que en fait, la meilleure réponse à cette question, c'est de ne pas y répondre. Et c'est de prendre une margarita et de s'allonger sur le sable et de se dire « Bof, on verra plus tard. Bon bah voilà, merci beaucoup. C'était C'est la fin de ce Boys Boys Club. Club. Allez, bye. À une prochaine. » Non, Ok, c'est- je voilà. vais reformuler. Est-ce que tu as un souvenir du moment où tu t'es rendu compte que tu étais un homme ? Je pense que c'est la puberté. C'est à la puberté. Moi, de toute façon, quand j'étais enfant et jusqu'à mes 10, 11 ans, etc., je me suis toujours construit en... Enfin, il n'y avait pas ces questions-là, je ne me les posais pas spécialement. Et moi, j'ai toujours beaucoup plus de potes meufs, de copines, même petits. Mais petits, j'avais quand même aussi plein de potes garçons. Et à l'adolescence, ça, je sais pas, il y a eu Un une clivage. séparation, ouais, un clivage. Et où là, du coup, oui, je suis beaucoup plus resté avec des meufs, mais parce que je pense que j'ai voulu me construire, contre ça, en fait, je pense. Contre quoi ? Et ben contre le masculin, où moi, même petit, je m'étais jamais reconnu dedans. Moi, c'était des héroïnes, tu vois, que je voyais. Moi, je comprenais pas, par exemple, pourquoi on jouait à Action Man, quoi. Je comprenais vraiment pas ce délire. Mais ok, il a des gros bras, il a des mitraillettes et tout, mais Ariel, elle signe un pacte avec le diable et elle coupe ses jambes, quoi. Enfin, ça a queue de poisson. Je trouvais, au final, ouais, pour moi, c'était plus fort. En fait, je trouvais que oui, tous les personnages féminins étaient pour moi beaucoup plus complexes et forts, et c'est eux que je regardais et que j'admirais, en fait. Et voilà. Et du coup, tu avais l'impression qu'à la puberté, les garçons, ils se sont construits plutôt pour ressembler aux héros masculins qui, toi, te C'est parlaient ça, pas. c'était le moment où il fallait justement comprendre et entrer dans ce que, à l'adolescence, je pense que c'est le moment où justement on se dit, il faut que j'entre dans ce que la société attend de moi. Et moi, j'ai même pas essayé, en fait. Je me suis dit, waouh, c'est perdu d'avance. J'arriverais pas, quoi. Parce que, ouais, je pense que j'avais pas... je comprenais pas les codes, déjà. Je les comprenais vraiment pas. Et je voulais pas les apprendre. Et parce que... Alors après, je pense que ça, c'était juste clairement dans ma tête. Mais ouais, souvent, les garçons, je les trouvais bêtes et débiles. Et après, c'est aussi parce que c'est ce qu'on dit des mecs aussi. On leur dit, oui, mais ça, c'est un mec, bon, il est un peu zozo, quoi. Moi, je dis, ok, bon, alors je veux pas être un mec. C'est pas que je veux pas être un mec, mais je veux pas, en tout cas, Être zozo. convenir à ce que, du coup, c'est apparemment d'être un homme, quoi. Mais tu ressemblais à quoi alors quand t'avais 14 ans? Tu dis justement à cette période-là. À quoi ressemblait le Quentin de l'époque? Physiquement, tu veux dire? Non, oui, physique, si tu veux, mais d'une manière générale, quoi. Ouais, déjà, je pense que même ça se traduit aussi dans le physique et les manières, tu vois. J'ai toujours été aussi un ado un peu maniéré, donc très frêle, etc. Et donc, déjà d'entrée de jeu, ça convenait pas. Même si, bon, quand t'es ado, il y en a énormément qui sont frêles, là, on s'est pas encore forcément développé, etc. Mais voilà, ils voulaient tous commencer à, faut que je fasse du sport et tout, machin. Moi, j'étais là, non, moi, je vais, je sais pas... je vais dessiner Esmeralda et puis et ça sera super. Et après, ouais, j'étais assez timide aussi.
assez, oui, émotif et tout, mais ça, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé de toute façon. L'émotion, moi, je l'ai toujours laissé aller. Ce que je me disais, mais je pense aussi parce que j'arrivais pas forcément à la contenir, parce que bon, enfin, j'ai un petit souci d'hypersensibilité, tout ça, on connaît bien. Mais les artistes. c'est ça, toujours, tu sais. Et mais par contre, je voyais qu'on me renvoyait quand même une image de très émotif pour un garçon, quoi. Il faut calme-toi. Qui c'est qui te renvoyait cette image? Est-ce que c'était plutôt les adultes ou les garçons de ton âge? Ou les filles peut-être de ton âge? Non, les filles, mais non, les filles, pas du tout. Mais moi, je remercierai jamais assez les meufs dans ma vie, quoi. Elles m'ont sauvé de tellement de trucs. Et oui, c'est plutôt les garçons et les adultes, que ce soit, voilà. Enfin, moi, c'était pas mes parents. Mes parents ont toujours été hyper chill là-dessus. Oui, vas-y, écoute, mets-toi une robe de princesse, on s'en fout. Mais c'était les grands-parents ou tout ça, où là, oui, on ressent, même tout petit, moi j'ai une vision, c'est un des seuls trucs de mon enfance, de ma toute petite enfance dont je me souviens, où pour un Noël, j'avais commandé un circuit de voiture vers 5 ans. Et donc, moi qui commande un circuit de voiture, ça avait un peu surpris tout le monde. Et je me souviens que oui, ma grand-mère était rentrée dans la chambre, il y avait mon père et ma mère, et elle a dit enfin, vous lui achetez un vrai jeu de garçon. Et ça, je pense que je l'ai fantasmé après, mais en gros, moi, dans ma tête, elle a rajouté, vous en ferez pas une meuf ou je sais pas quoi. Et donc ça, bon petit traumatisme, je pense, pour que ça me reste en tête. T'avais 5 ans. Aussi longtemps, mais voilà, donc comme quoi, voilà, à 5 ans, en fait, là, j'ai compris que, ok, donc là, ce que je suis en train de faire, vous êtes en train de me dire que c'est pas normal, en fait, que je joue à d'autres trucs avec mes grandes sœurs et tout, parce qu'au final, moi, je récupérais les jeux de mes grandes sœurs. En plus, j'ai 2 grandes sœurs, donc je jouais avec, quoi. Mais du coup, oui, tu ressens qu'il y a un truc qui rentre pas dans les codes qu'on attend de toi, quoi. Et donc, oui, ça commence à 4 ans, quoi. Enfin, 5 ans. Est-ce que tu penses qu'il y avait un relent d'homophobie dans ce qu'elle disait, ta grand-mère, ou est-ce que c'était une question de convenir au genre? Je sais pas, je pense que c'était plus convenir au genre, parce que mes grands-parents, je pense que, ils savaient même pas ce que c'était homosexuel. Si tu veux, pour eux, c'était quelque chose qui n'existe pas et qui sentait, ou en tout cas, on n'en parle pas et tout. Il y a pas de. Donc non, je pense que c'était juste, c'est bizarre et il faut pas toucher ça parce que c'est pas normal, quoi. C'est pas dans l'ordre des choses. Voilà, c'est ça. Non, je pense pas qu'il y avait un relent d'homophobie. Parce que je pense même pas qu'ils y aient pensé. Parce que je pense que pour eux, c'est quelque chose de tellement inimaginable que du coup, non, tu te dis c'est juste bizarre. Et ça n'arrive qu'aux autres. Voilà, c'est ça. Pas de ça chez nous. Ah bah non. Mais tu sais, les PD, c'est comme les meubles. Enfin, c'est comme, je sais plus, qu'est-ce qu'ils disent. Hein? C'est comme les... Oui, les PD, c'est comme les canapés, il y en a un dans chaque famille ou un truc comme ça. J'ai jamais entendu ça. J'aime beaucoup. Ce sera peut-être le titre de ce podcast. C'est vraiment un truc qui se dit? Ouais. Ok, d'accord. Nous, on a 3 canapés à la rédac, 4 canapés dans cette rédac. Donc, on nique la moyenne nationale. Je pense. Oui, là, mais tu parles de vrais canapés ou? Maybe. Oh, on ne sait pas. Et je me demandais, parce que la puberté, c'est aussi souvent le moment des premiers désirs sexuels et des premiers émois amoureux qui changent un peu de ce qu'on a eu pendant l'enfance. Comment t'arrivais à concilier le fait que t'avais pas beaucoup d'affinité avec les garçons et qu'en même temps, tu désires des garçons? Alors donc là, c'est le moment où ça pète, où ça vrille dans ta tête. Parce que donc en fait, c'est le moment où tu vas passer 5 ans de ta vie à te mentir et à mentir aux autres et à tout ça. Donc entre quel âge et quel âge? Moi, j'ai eu mon premier mec à 18 ans. Donc entre 13 et 18, à peu près 5 ans, quoi. Et même quand j'ai eu mon premier mec, par contre, j'avais pas encore fait mon coming out. Enfin, je l'ai fait à 18 ans aussi, mais plus tard, dans 18 ans. Du coup, comment on se construit là-dessus? Alors déjà, il y a un truc très étrange. Donc,
je subissais un peu de harcèlement scolaire. Bon, alors à un degré, c'était juste, de temps en temps, c'était même pas en face de moi, mais t'entends un petit susbite ou machin et tout, alors que même toi, en fait, t'es même pas encore persuadé de ça, en fait, tu vois, tu découvres, ça t'inquiète un petit peu, tu te dis, il était bizarre ce rêve. Il y a une scène similaire dans Love, Simon, qui est donc un teen movie sur un héros qui est homosexuel et qui a toutes ces problématiques de coming out et tout. Le film sort le 27 juin au cinéma. Allez le voir, il est cool. Mademoiselle est partenaire. Tout à fait. Je dis et ça, on je dis est rien. fiers. Et dedans, il parle à un moment des premières fois où il s'est posé des questions et il explique qu'il avait des rêves étranges avec Daniel Radcliffe parce qu'en face de son lit, il y avait un grand poster de Harry Potter et du coup, à un moment, il se lève dans la nuit... tout en sueur, voilà, vers 12-13 ans, et il enlève le poster, et tu vois qu'il est là genre, non, Daniel, laisse-moi tranquille. Non, au secours. Mais moi, oui, un des premiers rêves érotiques dont je me souviens, c'est là où c'est très étrange, et je pense qu'on se construit un peu en fucked up, c'est que du coup, c'était avec un des bourreaux du harcèlement, en fait. Et là, on entre dans, je pense, un petit système un peu masochiste sur tout ça. Parce qu'en plus, il correspondait vraiment, tu vois, c'était le sportif qui faisait, je sais plus quoi, du handball ou du rugby, machin. Et donc, tu subissais du harcèlement scolaire qui était basé sur l'homophobie alors que toi-même, t'étais pas encore sûr de ton orientation. Et comment tu passes de ça à 18 ans, t'as ton premier mec, sans être out auprès de tes proches, mais en tout cas, t'es out auprès de toi-même, oui. J'imagine, à ce moment-là. C'était quoi la progression ? J'ai quand même commencé à en parler à des potes, de toute façon. Et la progression, en fait, c'est que je suis rentré aux Beaux-Arts. Et donc, c'est tout le monde s'en fout et tout le monde est très bien. Et il y a pas c'est quand même un milieu hyper ouvert et personne n'a de problème là-dessus. Donc, et il y en avait, en fait, aussi. C'était la première fois que j'en rencontrais d'autres. des PD, je veux dire. Je l'avais, Quentin. On avait compris. Oui, c'est ça. Des gens avec des lunettes. Déjà, c'est la première fois que j'ai rencontré des gens, en fait. Tu veux dire qu'avant ça, dans ton adolescence, t'avais jamais rencontré d'autres homosexuels ? Mais il y en avait sans doute. Oui. Mais c'est juste que je étiez savais tous pas, chacun. etc. Et après, j'avais eu déjà un premier truc, en fait, à 17 ans. Mais donc, c'était pas une vraie histoire. Là, c'était plus en allant, sur Internet, des forums, etc. Mais du coup, en fait, je parlais avec des mecs homosexuels, mais beaucoup plus âgés que moi. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, en fait, dans le milieu homo. C'est, un garçon assez jeune avec quelqu'un d'un peu plus âgé. Parce que, nous, en fait, on peut pas aller draguer Maxime après le cours de SVT, tu vois. On sait pas si on va se prendre une droite, on sait pas même s'il est très gentil, on sait pas s'il est homo et tout. Donc du coup, en fait, on cherche à assouvir aussi notre besoin d'affection et de désir avec des gens, que ce soit virtuel ou alors, il y en a d'autres qui vont déjà en boîte, etc. Mais en fait, dans des lieux où on est sûr, en tout cas, de la sexualité de l'autre personne, et où aussi il y a un truc. Ils nous apprennent des choses. Alors après, il faut faire attention à ne pas rentrer dans le paternalisme et tout. Et il peut y avoir des dangers aussi dans ces techniques-là. Mais on est quand même tellement seul que du coup, on n'a pas le choix, quoi. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile aussi avec les applis de rencontres, etc. Mais au final, moi, j'ai de la chance d'être à Paris, donc tout va bien. Je peux rencontrer des homos à tire-larigot, quoi. Mais bon, quand t'es en plein milieu d'une campagne et que le premier mec sur Grindr, il est à 15 km, et que t'as pas de voiture et que tu vois, t'es au lycée et tout, c'est plus compliqué, quoi. Au sujet de ce côté des hommes plus vieux qui prennent un peu sous leur aile, alors de façon saine ou moins saine, des mecs plus jeunes, je me souviens que quand Call Me By Your Name est sorti, le film qui a eu beaucoup de succès, il avait été critiqué parce que le personnage de Timothée Chalamet dedans a 17 ans et il est séduit par un personnage adulte joué par Armie Hammer et du coup il y avait des gens qui avaient considéré ça comme une apologie du détournement de mineurs. Et je sais que toi tu t'étais exprimé, il me semble, sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'en fait quand t'as pas les mêmes chances que tout le monde, donc je vois pas pourquoi on les raconterait pas, quoi. En fait, moi, c'est ça qui. Et bien sûr qu'il y a des problèmes dans cette relation amoureuse qu'ils ont les deux, mais en fait, ils te disent pas faites-le. Ils te disent c'est une histoire, voilà.
Et après, et aussi, donc il peut y avoir des problèmes, mais il y a aussi, il fait du bien aussi ce film de voir justement un film avec deux homos où ben ça parle pas sida, ça parle pas, il y a pas d'agression, il y a pas d'homophobie. Même les parents du petit sont hyper cool. Tout le monde est cool. Ils sont en vacances, c'est l'été. Je veux dire, en fait, ben, on en a besoin nous aussi d'histoires comme ça où il fait beau, où il y a le soleil, où il y a la mer et où on est amoureux, quoi. Et pas toujours rentrer dans le drame. Parce qu'il y a quand même énormément d'histoires sur les homos au cinéma ou les LGBT en général, qui finissent assez mal, quoi. On se suscite tous apparemment à la fin. Et là, ouais, moi, ce film m'a fait du bien. Je suis conscient qu'il y a des problèmes. Et après, bah, c'est aussi à nous, on peut expliquer aux plus jeunes, mais voilà, si toi, un jour, tu rencontres un garçon qui est un peu plus âgé, bon, puis en plus, là, c'est 17-24. On n'est pas sur... Enfin, moi, quand j'avais 17 ans, l'autre, il en avait 37. Hein. Donc, mais tu vois, en fait, là, aujourd'hui, avec Internet et tout, c'est plus facile d'expliquer aussi aux jeunes que sois sur tes gardes, etc. Et c'est pas grave. Mais en même temps, en fait, je comprends pas comment on peut essayer de contrôler le désir des gens. Enfin, on parle d'amour, on parle pas d'un truc qui se contrôle. Donc, si t'es amoureux d'un mec de 37 ans et que ce mec de 37 ans est amoureux de toi et que toi, t'en as 17, 18, bon, bah, au pire, si t'en as 17, attends 6 mois, au moins t'es sûr. Non, mais ça n'enlève pas l'aspect potentiellement toxique de la relation. Ça ne l'enlève pas, bien sûr. Peut-être que dans ce cas-là, le conseil qu'on pourrait donner, c'est peut-être écoute tes proches et les gens qui t'aiment. Oui, bien sûr. Oui, déjà, je pense, reste pas tout seul, en tout cas, dans une relation secrète qui fait que s'il y a un problème, tu pourras pas forcément te confier parce que personne sera au courant de la relation. Quitte à même, peut-être que ça soit juste des gens sur Internet, si t'es pas prêt à être out auprès de tes proches dans la vraie vie, à côté des gens à qui parler. Le risque est peut-être encore plus important chez les jeunes homos, puisque donc, la solitude aidant à se dire, dès que tu trouves quelqu'un qui s'intéresse un peu à toi, bon, t'y vas, quoi. Mais en fait, on peut pas accuser juste un film de tous les maux de la Terre. Ah oui, c'est sûr. T'as d'autres films en tête comme ça je pense encore une fois peut-être aux jeunes mecs qui nous regardent, qui sont en train de se chercher ou je sais pas quoi, et qui cherchent des films un peu positifs. Justement, tu dis que tout le monde se suicide à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres films cool qui t'ont marqué, toi ? Film positif. Alors, film pas trop, mais en ce moment, il y a plein de séries, quoi, qui sont super. Il y a Sense8, là, c'est la fête, et c'est la liberté. Tout le monde tout nu. C'est vraiment là, on est sur la liberté nu, des corps et on n'y va pas de spoil. J'ai pas vu le dernier épisode. Moi non plus. Mais à mon avis, il y a un moment où ils sont tout nus. J'espère bien. Et oui, et là, il y a plein, de séries qui sont très positives et qui aussi n'enlèvent pas les petites misères qu'on peut se prendre et tout, mais en fait c'est pas le sujet et c'est pas pathétique. Je pense que là on a arrêté de nous rendre pathétiques, et parce qu'en fait on peut être victime sans être misérable. C'est ça c'est beau ce que tu dis. Merci. C'est dû à quoi selon toi ? Qu'il y a eu un vrai shift en fait dans les histoires qu'on raconte sur les homosexuels. Parce que je sais pas, je pense qu'on en a eu marre. et il y a aussi donc plus en plus de personnes qui connaissent ces sujets ou qui l'ont vécu, etc., qui s'emparent et qui veulent raconter leurs histoires. Avant, c'était plus compliqué, je pense. Enfin, je sais pas trop, je m'y connais pas vraiment en cinéma et tout. Mais oui, d'imposer son histoire et d'en faire un film chez Universal et tout, et d'avoir des financements, c'était peut-être plus compliqué, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, y a un truc qui est à la fois triste et très bien, c'est que ces sujets sont aussi un peu vendeurs. Et du coup, autant en profiter et entrons dans la faille, quoi, et on y va. Et en plus, je pense que c'est même pas que ça, c'est juste que oui, par exemple, là, les éditeurs, tout ça, en tout cas dans le milieu du livre, n'hésitent plus du tout à créer des collections ou à sortir des livres sur le féminisme, sur la sexualité LGBT, etc. Et je pense que c'est même pas qu'une question d'argent, c'est que, en fait, ils sont dans la même société que nous, et ils voient bien qu'elle est en train de changer aussi, et donc ça les intéresse de parler de la société qui change. En fait, c'est ça le travail d'éditeur ou de producteur, etc. Maintenant que tu as grandi par rapport au Quentin de 17 ans qui découvrait le milieu, est-ce que tu t'es retrouvé à prendre le rôle
du mec plus vieux avec des mecs plus jeunes à faire ce rôle de mentor? Moi, je suis toujours en daddy issues. J'ai toujours pas. Mais parce que ça, je pense que c'est aussi lié à ce que, enfin voilà, on m'a toujours considéré comme le garçon gentil, le garçon frêle, le garçon qui fait pas de vagues, etc. Et que j'en suis arrivé à même m'infantiliser moi tout seul, en fait, si tu veux. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 28 ans. Ok. Et si tu veux, je suis toujours le petit minet, tu vois. Même physiquement, tu vois, j'ai toujours. Là, j'ai une petite moustache qui m'a pris 2 semaines. Je jugerai pas la moustache. Même stade que toi. Là, je me suis pas rasé depuis 2 semaines. On n'est pas sur un truc très folichon. Alors c'est en audio, mais voilà, Oui. on n'est pas sur une full barbe Ron Swanson. Non. Et oui, en plus, il y a toutes ces catégories dans le milieu homo, du bear, du poilu, du twink, donc du minet, frêle, tout ça. Et alors, en fait, on apprend à en jouer au bout d'un moment et à se dire, écoute, oui. En fait, Ouais, très bien. est-ce que tu en as souffert à un moment? Parce que William Régeau, qui était un ancien invité du Boys Club, avait parlé des catégories, notamment masque for masque, donc les hommes gays qui correspondent aux critères de virilité et qui ne veulent que des partenaires qui y correspondent. Et en fait, il décrivait ça comme la frontière est fine entre le côté, en fait, c'est mes goûts, j'ai le droit d'avoir des goûts, et le côté un peu excluant et blessant de il faut quand même beaucoup bosser pour correspondre à vos goûts. Oui, et bien lui, il n'a sûr. pas forcément de cases parce que tout le monde ne rentre pas dans des cases. Oui. Est-ce que toi, t'en as souffert de ces catégorisations? Pas trop. Moi, j'en ai joué assez vite, en fait. J'ai fait... mais parce que c'était le rôle qu'on a voulu me donner et où là, j'ai bien voulu rentrer, en fait. Et j'ai bien voulu... Au tout début, quand j'allais en boîte à 17 ans, même, il y avait un truc très bizarre et sans doute assez glauque que je faisais, mais je me faisais quand même passer pour un mineur. Parce qu'en plus, je faisais 16 ans, quoi. Et il y a ce truc, oui, où je me suis toujours infantilisé dans la séduction. Et ça, je sais pas pourquoi, on en parle avec ma psy. on en discute, c'est pas encore très très clair. Bon, sans doute des trucs du père, tout ça, mais... J'allais te demander, Oui, justement. à quoi ressemblent tes relations avec ton père? Eh ben, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais avant, j'en avais pas, en fait. J'avais pas vraiment de relation avec mon père. Quand j'étais vraiment tout petit, il était jamais là. Il était toujours au travail ou ailleurs. Et quand à 11 ans, mes parents ont divorcé. Et du coup, je voyais mon père un week-end sur 2. Mais bon, c'était plus la fête, etc. En fait, et ensuite, quand j'ai grandi, mon père est plutôt devenu mon pote. On était... par exemple, en fait, je lui demande rien à mon père. Je lui demande pas tellement de services, rien du tout. Et ça va mieux maintenant, mais parce qu'on a eu de grandes discussions aussi, et où lui, en fait, s'est rendu compte qu'en fait, il s'est pas occupé de ses 3 premiers enfants, même de ses 4 premiers enfants. Il a 57 ans. Ok. Et du coup, il a fait des enfants après avec une autre personne après avoir divorcé de ta 4 mère? du même enfant, et ensuite, oui, il a fait une autre, une petite demi-sœur. Et oui, là, c'est assez récent. Mais du coup, on est content, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais c'est pas tard en plus. Hein. Non. Oui. Ouais. Ah, 28 ans quand même. Ouais. Ma plus grande manqué pas sœur a mal 36 ans en plus, donc. Ça pourrait être plus tard. Ça pourrait être plus tard, mais ça aurait pu être plus tôt. C'est pas faux. Le verre à moitié plein, toujours Merci Fabrice. pour ces bonnes déductions. Et oui, et je pense que moi j'en ai assez voulu aux garçons, en fait. Je pense qu'il y a de ça aussi, le fait de se construire un peu contre le masculin, etc. Il y a sûrement aussi, tu vois, si on cherche vraiment au fin fond des horreurs qui se trouvent dans mon ventre. Tu leur en voulais de quoi? Mais t'en voulais donc t'en voulais au garçon et donc à ton père, c'est ça que tu veux dire? Mais en fait, je pense que j'en voulais au garçon parce que pour moi, un garçon n'était pas capable de... vu que mon père était pas capable... je trouvais que mon père incapable, en fait, de quoi que ce soit. Bon, j'espère qu'il va... si, en fait, écoute. Tu peux lui renvoyer. Vous avez déjà eu cette discussion-là ensemble ou...
Quand Mais vous pas avez eu vraiment, cette parce que grande je te dis, discussion. c'est très récent et c'était une discussion. En plus, on était un peu éméchés. On connaît ce truc sur Boys Club. C'est très courant les invités du Boys Club qui disent je parle pas de mes émotions sauf quand j'ai bu Oui. et qui du coup boivent dans l'idée de le but c'est d'arriver à parler de trucs intimes avec d'autres mecs donc on va picoler. Mais moi, Alors non, après, c'est vrai que je parle énormément de mes émotions, mais en fait, c'était impossible d'en parler à mon père. Par Voilà. contre, c'était vraiment le blocage paternel, quoi. Et parce que tu te dis, si c'est même impossible de juste lui demander est-ce que tu peux venir me chercher à l'école. Bon, oui, parce que même ça, j'avais peur. En fait, je pense que il y avait un côté un peu effrayant de mon père, en fait, parce que Il ressemble à quoi? puis en plus, il est grand, il a la grosse barbe, il a une très grosse voix. Il y avait le côté. Au final, oui, moi, mes contacts avec mon père, c'était quand on me disputait, ou alors de temps en temps pour jouer à la bagarre. Mais moi, même en plus, jouer à la bagarre, ça me faisait un peu chier. il a jamais essayé de Et ce qui est s'intégrer assez dans... drôle, par contre, c'est que à chaque fois qu'on jouait à la bagarre, alors ça, je sais, là, j'y pense, tu vois, mais à chaque fois, je lui faisais vraiment mal. Je finis par lui mordre l'oreille. Ouais. Et il réagissait comment? Il me disait, arrête, t'es con. Enfin, tu vois, mais il me disait, putain, tu m'as vraiment fait mal, calme-toi. Mais et je sais pas s'il y avait un truc, je sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y avait un truc à sortir. C'est un pas message, impossible. Oui, peut-être. La bagarre, c'est juste la bagarre, c'est pas fait pour tabasser normalement. Oui. Quand est-ce que t'as commencé à voir ta psy? Enfin, à suivre une thérapie en général. Après, peut-être qu'il y a eu des... Régulier. Enfin, je sais pas, comme tu veux. Là, récemment, cet été. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. Alors après, j'ai changé en cours de route parce que j'ai déménagé et je voulais pas retourner. Pourquoi tu poses cette question, Mimi? Parce que je vois que quand tu es interloqué par cette question, et sans doute les auditeurs le seront également, peut-être tu peux expliquer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'invités qui suivent des thérapies. Et il y en a même eu comme Lucien Men qui arrive en disant moi j'ose pas aller voir un psy, j'ose pas, j'ai peur, et qui ensuite fait sa psychothérapie tout seul comme un grand. Donc en fait il a pas tellement peur de parler, mais aller voir un psy, ça mais reste en fait, un truc c'est compliqué. l'appel qui est le plus dur, hein, clairement. Moi en plus j'ai appelé parce que je me suis dit si j'envoie un mail, au final elle va me donner le rendez-vous et puis je vais pas y aller. Si ça se passe par mail, je me suis dit je vais pas y aller, tu vois. J'avais besoin là au moins j'étais au téléphone, donc non seulement tu fais l'effort de téléphoner, et on sait que notre génération a clairement du mal avec Je sais pas de quoi vous parlez. avec le téléphone, et donc je me suis dit allons-y, mais après j'y suis allé pour un déclic. Bon là on n'en parle plus du tout et on est passé à peu quoique à peu près autre chose, mais c'était un chagrin d'amour, et du coup en fait je pense que c'est les bons moments, les trucs un peu qui durent pas longtemps mais qui font très très mal sur le coup. Bon là autant appeler le thérapeute ou la thérapeute pour de toute façon vous allez pas parler que de ça, clairement. Et donc moi en fait je pense que j'avais besoin d'un prétexte et d'une excuse, et que là elle tombait à pic, vu que c'est clairement un moment où t'as l'impression que tu vas crever de toute façon. Et t'as quand même eu ce réflexe-là, parce que t'as des gens autour de toi qui vont consulter, où t'as déjà eu des expériences qu'on t'a racontées, parce que pour moi, c'est même si t'as envie de crever, la plupart des mecs ils se disent juste c'est pas une option possible en fait, tu le gardes juste pour toi et tu crèves dans ton coin. Ouais, moi là, j'avais peut-être que pour une fois j'avais plus envie de crever d'amour en fait. Tu vois, c'est une bonne chose en soi. C'est donc ça, grandir. Peut-être, oui. Bon alors t'en crèves toujours un peu, hein, de toute façon, hein, t'as beau grandir, je pense que les chagrins d'amour c'est quand même un des pires trucs de la vie, je pense, donc et c'est pas des choses que tu vois en fait. Moi ce qui m'a rassuré, c'est que justement la psy elle m'a pas dit mais soyez fort et vous allez le surmonter, etc. Elle m'a juste dit vous savez en fait vous allez jamais le surmonter parce que vous allez toujours vous en souvenir, et ça va toujours revenir. En fait il faut pas le surmonter, il faut juste apprendre à vivre avec et à garder les bons souvenirs, et les mauvais, au final ils vous ont fait vivre quand même des choses. En fait vous étiez tellement vivant à ce moment-là, quoi. Et même au moment dur, qu'est-ce que tu vis, quoi. Tu vis en souffrant de ouf, mais tu ressens là, y a pas de souci.
C'est ça, et je pense que c'est un truc qui est compliqué en tant que mec de comprendre ça. Alors, je pense en tant qu'être humain, mais en tant que mec encore plus. C'est-à-dire que de souffrir, c'est pas forcément mal. C'est ça. Ça te permet d'être vivant, quoi. Et en fait, on nous dit d'enterrer plutôt que de souffrir et de prendre le truc. Et de toute façon, c'est pour ça que dans ma BD, j'ai fait une BD sur cette rupture-là. Et où je l'ai fait en plus 6 jours après la rupture. Donc clairement, on est sur du Très très frais. très très frais. Et je me suis dit, mais fais-le maintenant, parce que dès qu'on parle de trucs de souffrance, etc., les gens nous demandent du recul. Et ils nous demandent souvent d'être drôles aussi. Et c'est très bien, tu vois. C'est très bien de rire d'un chagrin, et c'est très bien, ça déculpabilise, ça, tout ça. Mais en fait, moi, je me suis dit, mais là, allons vraiment dans le pathétique à balle, parce que c'est des moments où clairement, mais tu deviens con, mais con. Et ouais, et t'es dans le pathos à balle, et t'es creepy, tu deviens creepy, mais tu te découvres, tu vois. Tu sais, quand des gens te disent « Putain, mon ex, attends, il est venu chez moi pour me faire une sérénade, pour me récupérer. » Mais moi, j'étais à ça de le faire, quoi. Et tu te découvres, ouais, vraiment, quand t'es jamais plus vrai que quand t'es pathétique, quoi. Donc, autant mettre sur un piédestal ces émotions qui sont les plus vraies, je pense, qu'on peut ressentir. Est-ce que ça, quand tu l'as dessiné, est-ce que ça t'a exorcisé d'une certaine façon ? Ou est-ce que c'est resté en toi ? Je sais pas, parce que je pense que oui, je pense que j'avais besoin de le faire, parce qu'à la base, en plus, donc c'est une des scénettes de la BD, et donc c'était pour noir, la couleur noire, et ça devait être complètement autre chose à la base. J'avais déjà écrit ce que ça devait être. Oui, parce que le concept de ta BD, c'est que tu as des scénettes en fonction des couleurs. Oui, c'est ça. Pour remettre un peu de contexte. Voilà, c'est un personnage, une couleur et une métamorphose. Oh là là, le concept. Le pitch. Conceptuel. Qualité. Et ouais, ça devait être autre chose. Et je me suis dit, non, mais là, ouais, j'ai envie J'avais besoin d'en parler. Alors, mais je pense aussi que j'avais besoin qu'il le voie. Enfin, que mon ex, j'avais envie aussi de faire ça. Après, j'ai quand même fait au mieux pour... mais ça, c'est parce qu'on grandit, et ça, c'est très très bien. Pour ne pas du tout rentrer dans le manichéisme lambda, où c'est pas bien, c'est un connard, il m'a quitté. De toute façon, c'était trop un pervers narcissique manipulateur. Ce qui arrive parfois, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas, et je pense qu'on a quand même... mais ça, après, c'est parce que c'est nos émotions, et c'est complètement viscéral. Je pense qu'on a le pervers narcissique assez facile, quand même. En tout cas, moi, je l'avais facilement. Avant quelques histoires où j'étais plus vieux, oui, j'étais là, oui, mais tous des cons, et de toute façon, je vous déteste, et les hommes, machin. Mais on a tous notre part de responsabilité, on est tous le monstre de quelqu'un, n'est-ce pas ? On est tous le pervers narcissique de quelqu'un. Je suis sans doute le pervers narcissique de je ne sais pas comment mes ex parlent de moi, quoi. Une relation toxique, de toute façon, ça se fait toujours à deux, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive. Parce que sinon, je pense, parce que de toute façon, elle aurait fini tôt. C'est vrai qu'il y a ce truc du sadisme et du masochisme qui rentre beaucoup en jeu dans ces relations-là. Et le maso en a... c'est le mec qui se montre. Qui est vraiment Quentin est en train de se pointer du doigt. Et le masochiste, au final, il demande ça. C'est-à-dire, tu cherches, c'est lié avec tout ce qui est syndrome de l'abandon, etc. On est vraiment dans la psychanalyse. C'est intéressant. Ça finit souvent comme ça, les boys clubs, tu sais. Oui, c'est ça. Et où la dépendance affective, où tu cherches la punition, en fait. Ça, c'est une excellente youtubeuse qui m'a parlé de ça, qui s'appelle Mardi Noir, je sais pas si vous connaissez, et qui en fait fait... regarde, franchement, ça pourrait vraiment vous plaire pour Mademoiselle. C'est une meuf qui a un concept qui s'appelle Psychanalyse-toi la face, et donc à chaque fois, elle prend un concept et elle se maquille en même temps. J'ai vu. J'avais pas son pseudo, d'accord. Et c'est vraiment super. Oui. En fait, je me demande, est-ce que t'as envie de sortir de cet aspect masochiste de toi ? Ouais, parce que ça te fait souffrir. Est-ce que c'est une dynamique de laquelle t'as envie de sortir, peut-être via ta thérapie ? Ou est-ce que pour toi, c'est qui tu es et t'aimerais juste apprendre à peut-être mieux le vivre ? Alors non, je pense que j'aimerais en sortir un peu, quand même. Oui, j'aimerais en sortir parce que justement, moi, avec les garçons...
je suis toujours dans un rapport de force que c'est moi qui vais imposer en fait et qui vais où je vais me soumettre mais en fait je vais en c'est très bizarre. Je sais pas trop comment. Oui, tu vas rentrer tu vas demander à l'autre de rentrer dans un rapport de force et de te dominer en fait. Voilà. Ok. Et donc non, j'aimerais parce que clairement ce n'est pas sain pour une relation. Et voilà, mais après, et moi ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ma psy m'a dit, mais peut-être mettez-le ailleurs, ce rapport de force, en me faisant 1000 clins d'œil. Ailleurs, de type où ça? De type beaucoup plus intime, je pense. Et donc oui, elle m'a dit ça, et peut-être, mais après moi j'ai aussi ce problème dans le cul, où j'en avais fait un article sur Mademoiselle d'ailleurs, sur la dysphorie post-coïtale, où au final, quand je me lâchais vraiment, au final, quand j'allais aussi vers ce désir de soumission, etc., après, j'étais pas bien parce que je me considérais comme une petite salope, comme une petite pute, voilà. Et oui, où tu te rabaisses, qu'avec des mots féminins en plus, étrangement. La misogynie. Un indice. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la dysphorie? Alors, post-coïtale, ça je pense qu'on aura compris, mais oui. pour les... Eh ben, c'est après un orgasme plutôt de qualité. Tant qu'à faire. On préfère toujours. Où vraiment, t'as une haine de toi-même qui ressort et où t'as plus du tout envie que le mec te touche ou même te parle. Et oui, tu es un peu dans ton coin et tu t'attends que ça passe, quoi. Alors après, c'est pas forcément... ça peut durer 1 minute comme 30. Ça dépend des fois. Ça dépend aussi du mec qu'elle a avec toi et comment il va te rassurer ou justement ne rien faire. Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle, quoi. Tu sais pas comment il faudra réagir. C'est un peu comme une crise d'angoisse où tu sais pas s'il faut laisser la personne gérer son truc toute seule ou si au contraire il faut l'emmener ailleurs et lui parler de complètement autre chose pour arrêter le truc. Tu sais pas quoi. Mais donc ça, c'est en fait... Donc ta psy t'a dit que peut-être ton côté masochiste pourrait s'exprimer dans un cadre relativement fermé qui est celui du cul. Oui. Mais toi, t'arrives pas ça s'arrête pas quand le cul est fini, quoi. Non. Dans ta tête. Ok. Non, pas du tout. C'est un chemin. Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent dans mes relations amoureuses, je donne tout très vite, quoi. Parce qu'en fait, je pense que j'attends une réponse. En fait, j'ai envie de leur dire, regarde comme je suis parfait, très vite. Mais je l'ai pas. Mais parce que moi, en fait, j'ai toujours été élevé, mais depuis tout petit. Ma mère, par exemple, elle m'a toujours... je rapportais les bonnes notes à l'école. J'étais le petit garçon adorable, qui présente bien, qui est tout mignon, qui fait pas de vagues, etc. Et en fait, j'avais un retour là, familial et parental, etc. Et dans mes relations amoureuses, je dis, je fais pareil, mais dis donc... Où sont mes bons points? Où sont mes bons points, quoi? Merde. on se donne, et vous êtes juste là... À pas dire bravo. Pas dire bravo Ça suffit, mais c'était plus, dans la manière d'être gentil. D'être gentil, et ça, en fait, j'apprends doucement à l'être un peu moins, parce que merde. En tout cas, à l'être moins quand t'as pas envie de l'être. Oui, c'est ça. Ok. À pas l'être parce trop. que c'est pas très grave d'être gentil en soi, mais c'est juste mais de te forcer à être gentil pour bien sûr, faire mais plaisir. en même temps, je pense, moi, j'ai un truc qui, je pense, un jour, faudra que ça pète, faudra que ça explose, parce qu'il faut... quand on t'a toujours dit doux et même du coup, ça s'est retraduit ensuite dans mes relations amoureuses et sexuelles où je suis le mec doux, etc. Et alors que moi, en fait, j'ai envie d'être agressif à l'intérieur, j'ai envie d'être, pas que sexuellement, hein, mais oui, t'as envie d'être sauvage, t'as envie, ça c'est pareil, j'en parle aussi dans la BD Chromatopsie, replacement de produit. Bravo. Il est fort. D'ailleurs, c'est l'histoire qui ouvre le livre, où c'est une jeune fille, on se dit qu'elle a, peut-être 16-17 ans, une lycéenne, qui fait son coming out d'une manière hyper agressive et qui se met
à parler en dirty talk, en sexto à ses parents en plein repas de famille et à se masturber avec des steaks de viande rouge. C'est donc la couleur rouge. Pour vraiment exploser, quoi. Parce que on s'enferme tellement, mais ça, je pense que c'est aussi un truc qui est lié à la sexualité, au LGBT, etc. C'est que même le coming out, à chaque fois qu'on le fait, on a l'impression de s'excuser de quelque chose, en fait, un peu. Et ça se fait de cette manière-là. On n'avoue pas, mais au final, la manière dont c'est fait, ça fait penser à ça. Tu dis à tes parents, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire, t'inquiète pas, tout va bien. Au final, très solennel, quoi. C'est eux qu'on rassure. Ouais. Alors que nous, ça fait 5 ans que personne nous a rassuré. Moi, dans tous les cas, ça faisait 5 ans que personne m'avait rassuré sur rien, etc. Et donc, j'avais besoin, de faire une histoire violente sur ce truc-là, où tu montes sur la table et où tu cries à ton grand-père que t'adores sucer de la bite, avec des termes crus, etc. Et parce qu'il y a vraiment quelque chose de jouissif là-dedans, en plus. Et c'est ça où je pense que, c'est très bizarre. Moi, j'ai un truc très... ça me fait limite parfois un peu plaisir de dégoûter mon grand-père, par exemple. Tu vois ? Il y a un côté où ça me plaît. C'est son problème s'il est dégoûté par un truc que tu fais qui est normal. Et tu vois, c'est pas comme si tu lui disais je tue des chatons, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Si t'étais un mec hétéro et que tu faisais des sous-entendus sur dis donc, on a bien fait grincer le lit hier avec Bobonne, je suis pas sûr qu'il serait dans la connivence peut-être plus. Là, ce qui le gêne, c'est son problème, en fait. C'est ça. Oui, bien sûr. Le côté, et surtout s'il mais il y a un côté vraiment jouissif Et surtout s'il le fait depuis que t'es tout petit, quoi, qui te renvoie cette image-là. Il y a un moment donné où, en devenant adulte, t'as peut-être aussi envie de t'affirmer. Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, mais voilà. On l'est un petit peu, tu sais, en faisant ce podcast. C'est vrai, il y a un peu de ça. Est-ce que tu dirais que tu t'es réconcilié un peu avec les mecs ou pas encore ? Ah, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Déjà, quand j'ai pris ma psy, je voulais une meuf. Donc c'est une non-réponse, déjà, t'as vu ? Je pense qu'il y a beaucoup de travail. C'est ni oui ni non. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de travail. Déjà, je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à réconcilier, à comprendre mon père. Parce que je pense qu'il y a des trucs où c'était pas anodin. Il n'a pas juste fait ça parce qu'il nous aimait pas ou quoi que ce soit. Il y avait sans doute d'autres choses. Et donc ça, il faut que j'arrive à le comprendre. Il faut que déjà, ma psy, d'ailleurs, elle pense qu'il faut que maintenant, il faudrait que je prenne un mec comme psy pour être confronté directement au phallus. Peut-être même qu'il aura une barbe et une grosse voix. Peut-être même. Mais après, voilà, c'est un truc très drôle parce que les barbes et les grosses voix, j'adore, en fait. Il y a tout un côté où c'est très bizarre, en fait, de désirer quelque chose dont tu as peur. Et parce qu'en fait, tu as eu peur de toi-même pendant 5 ans quand tu étais dans le coming out, tu vois. Mais ça, je l'avais déjà compris il y a pas mal de temps, tu vois, ce truc t'es tout le temps tiraillé entre le désir et la peur, ou le désir et le complexe aussi. Parce qu'au final, tu désires des gens parfois qui te complexent, ou voilà, tu vois, les masques, comme disait du coup ton avis, William Régeau, c'est ça ? Oui. Où voilà, il y a ce truc, justement, voilà, tous les trucs masque for masque et qui peuvent créer un complexe, justement, quand tu corresponds pas à cet idéal masculin. Et et être tombé amoureux de gens qui te renvoient toutes tes insécurités et tes frayeurs psychologiques. Merci. Je vais me servir de ça comme d'une nouvelle transition vers le sujet de la bite qu'on a raté parce qu'on a raté dérapé. Comment vont tes rapports avec ta bite ? Eh ben, écoute, mieux. Mieux, parce que là, je suis quand même depuis 2 ans. Déjà, je fais plus de dysphorie post-coïtale. Donc c'est qu'on a un petit peu moins honte de soi-même, donc ça progresse, tu vois. Et je me suis dit, allez, entrons dans le vif. Le vif, je suis là pour le vif. Le vif du sujet, c'est-à-dire que moi, je m'interdisais presque d'être donc ce qu'on appelle actif dans le milieu homosexuel, donc c'est-à-dire d'être le pénétrant.
Et pour moi, c'était quelque chose de non, c'est pas pour moi. Enfin, je corresponds pas, je sais pas, parce que je l'assimilais à la virilité, parce que je l'assimilais, enfin voilà, à toutes ces conneries, etc. Et maintenant, Progresser sur le sujet. Les yeux qui pétillent. On a découvert des on choses. se dit tiens, Ce serait bête de rater la moitié ben, des c'est possibilités. ça. Alors bon. que justement, on est dans des espaces intimes où justement on peut tout se permettre et tous, enfin où on devrait pouvoir tout se permettre, pardon, puisque clairement on se rend compte qu'on se permet si peu de choses dans tout ça. Et oui, maintenant, bon, bah, je redécouvre. En fait, ouais, je pense que il y avait ce côté où je me considérais voilà, que passif, même si j'aime pas trop ces mots, hein, ça, parce que clairement, la passivité, quand t'es passif, je sais pas où elle est. Parce que c'est quand même tout un travail psychologique. Enfin bon, tu te prends encore. Mais bref. On sait par où ça passe. Voilà. Ah, ok. Ah, Les fesses. il a fallu. Alors, pour ceux qui n'ont pas su, il a fallu expliquer à Fabrice. Il lui a fait un schéma sur un paperboard. C'est noté. J'avais pas, hein, tu sais, moi je suis Tu es C'est ça. pur. je suis pur. Et donc là, je découvre les deux rôles. Donc souvent, on dit top ou bottom. Comme ça, il n'y a pas de truc de actif et passif. Oui. Et, ça passe mieux. Et aussi, je redécouvre, en fait, juste de ne pas le faire forcément. Enfin, de pas forcément être dans la pénétration, en fait. Et de faire d'autres choses et qui sont du sexe quand même. Et voilà, on fait l'amour, on baise quand même, mais juste sans pénétration. Et moi, avant, je me disais non, enfin, pour faire l'amour, il faut forcément qu'il y ait ce garçon qui mette son zizi dans mes fesses, quoi. Alors que finalement, il y a plein d'autres choses à faire. C'est ça. Et alors que finalement, plein de fois, j'avais pas tellement envie. Parce que c'est quand même une préparation psychologique et parfois hygiénique ou on rentre dans le. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des détails. Messieurs les hétéros. Ah oui, que n'hésitez pas, si vous en avez envie, à creuser aussi cette partie du corps dont vous êtes pourvu. Et oui, Une excellente prostate. J'allais dire. la prostate. Qui vous fera à peu près le même orgasme que la bite, mais en fois 1000. fois beaucoup. Fois énormément. Très bien. Ah, vos concours de jet entre hétéros, faites-le avec la prostate. Hein. J'ai mis 2 secondes. Alors, je savais. Quoi? Des concours de jet entre hétéros? De jet de sperme, tu veux dire? De Écoute, moi, distance dans mon lycée, la ça y est, un nouveau rumeur. truc. Alors, on a eu la branlette entre potes, épisode 1. Épisode Oui, mais pendant 2, qu'ils font on une a eu les... branlette entre potes, Et c'est souvent, vrai que- ils peuvent, voilà, à la fin, parce que tu sais, voilà, jeux vidéo, je suppose, et tu te dis, concours, qui va le plus loin possible? Et t'as déjà assisté à des trucs? Non, mais moi, j'étais pas invité. Oui, moi. c'est ça. C'est exactement ce que William nous a dit aussi. Oui, voilà. Parce que lui, il était en internat de garçons en plus. Ah oui. Et on lui a demandé s'il y avait des trucs de type branlette entre potes. Et il m'a dit, à mon avis, je t'ai pas invité. Ce Oui, qui oui. est- Mais moi, je Parce sais qu'il y en qu'il- avait. Il Parce était que c'est- menaçant du coup. Parce que c'est pas homo. Les Non, branlettes entre c'est potes, pas ils- gay, c'est des mecs qui se branlent dans la même pièce, mais Ah, c'est mais pas oui. gay, ils insistent beaucoup Ah, mais c'est là-dessus. vrai, de toute façon. Oui, c'est vrai que c'est Non, pas mais gay. c'est vrai, mais c'est juste. Oui. De ce fait-là, on exclut les gays qui pourraient. Tu vois. Ouais. C'est- On va avoir c'est- l'audace de passer C'est bien un bon de le moment. préciser parce qu'il y a quand même beaucoup, en tout cas même dans le milieu homosexuel, qui dit ah ouais t'as branlé ton pote, t'es homo, tu vois. Et on fait, non. Moi j'ai C'est déjà un spectre. dans ce cas moi tu vois j'ai déjà fait un cuni, non. C'était comment? C'était top. avant que tu fasses ton coming. Enfin, Non, Que tu acceptes ton j'avais déjà fait. J'avais déjà fait mon coming out, j'avais déjà Qu'est-ce qui s'est passé alors? D'un coup d'un seul, tu t'es dit. Oh une soirée. on glisse. La fille est en jupe. Bon. Et non et je la trouvais vraiment belle aussi. Et puis elle m'avait dit que j'étais jolie alors. Et c'était bien? Oui, c'était bien. Tu vois, j'ai jamais refait. T'as juste fait le cuni, t'as fait pas plus. Non, pas plus. Ok. J'ai une dernière question pour toi, Quentin, qui est la T'en question prie. que je pose à quasiment tous mes invités. Est-ce que tu as une idée de personnage, d'homme réel ou fictif, qui représente une vision positive de la masculinité? J'y ai donc pensé toute la nuit. Car je la pose en avance, puisque au début je la posais sans prévenir et c'était Ça des longues séchait. réflexions. Ça, ouais. Gros séchage. À brûle-pourpoint, comme ça, il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, et je comprends, puisque clairement, mais je pense que je me suis tellement construit contre ça, j'en ai aucun.
Et moi, c'était les meufs. Moi, c'était les princesses Disney, tu vois, quand j'étais petit. Ensuite, ça a été des chanteuses, des machins. Mais parce qu'en fait, pour moi, le courage, c'est féminin, tu vois. Parce qu'elles se battent tellement plus fort que tout le monde. Et moi, au final, ben, je voulais être courageux, comme mes grandes sœurs, comme ma mère, et comme une princesse Disney. C'est beau. Putain, voilà la conclusion. Bim. Merci beaucoup, Quentin. Merci, Et ben, Quentin. avec plaisir. Ah, c'était un super épisode. Je suis très contente. Tout à fait. Merci Donc, à vous. ta BD Chromatopsie sort ce 14 juin. Elle Oui. est très bien. Tout à fait, Vous dans avez toutes tout. les excellentes librairies. Et si vous la trouvez pas, vous demandez à votre libraire de la commander. Et comme ça, il sera Voilà. là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette intrigante bande dessinée? Et comme ça, il y aura plus de gens qui vont la lire et c'est trop bien. Et ça va être top. Oui. Retrouvez bien sûr tous les liens dans la description. Merci Fab d'avoir co-animé ce nouvel épisode de The Boys Club avec moi. Merci Mimi de m'avoir invité. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si tu écoutes ce Boys Club sur YouTube, lâche un pouce bleu, abonne-toi. Et si tu veux réagir, ça se passe dans les commentaires. Et si tu es sur une plateforme de podcast classique, mets donc 5 étoiles à The Boys Club et un petit commentaire si tu peux sur iTunes. Comme ça, il sera recommandé à plein de gens et de plus en plus de gens l'écouteront. Et le monde sera plus doux. À dans 2 semaines. Salut. Bisous. Salut. Bravo. On va manger.